Donc, dernière séance sur les vecteurs. Donc, on est le dimanche 10 mai. Donc, c'est la troisième série, je crois, d'exercices. Et donc, on va commencer par le numéro 102. Donc, c'est un exercice sur les vecteurs qui est en lien avec la physique. Donc, ici, on vous dit qu'Ami a suspendu une boule de Noël de 3 kg dans son couloir. La boule de centre O, elle est attachée en S. Et ensuite, on considère les forces exercées sur la boule. Alors le poids P, la force par le fil SG, elle est notée force FG. Et la force exercée par le fil SD, elle est notée FD. Reproduire la figure ci-dessous. En quel point s'applique la force P? Une force P qui est ce qu'on appelle le poids le poids d'un corps s'applique toujours au centre de gravité de ce corps. Donc en fait, le poids de ce corps s'applique obligatoirement en haut. Voilà. Donc là, j'ai le poids P. D'accord? Qui s'applique en haut. Ensuite, quelle est la direction du vecteur P? Son sens. Ben, comment? Voilà, quelle est sa direction? Direction verticale, enfin je ne sais pas comment on peut définir une direction puisqu'elle est là en fait. Ok. Euh, Quel est son sens? De haut en bas en fait. Puis c'est tout. En physique, l'intensité de la force P exprimée en newton est donnée par la formule P égale mg. Donc P égale mg où m est la masse en kilos et g, P égale mg, et g, donc c'est de la gravitation ou c'est de l'accélération. G, c'est des mètres, à peu près 10 mètres par seconde carrée. Ou S-2, c'est pareil. Hein. Seconde carrée divisé par S2 ou S-2, c'est pareil. Elle est assimilée à la norme du vecteur P. Calculer la norme de P. P, sa norme, c'est donc la norme de P, c'est donc c'est donc son intensité. Donc la norme de P, alors c'est M en kilos, 3 kilos, que multiplie 10 mètres par seconde carrée. Donc ça fait une norme de 30 newtons. Puisque l'unité c'est des newtons. Quand on multiplie des kilos par des mètres par seconde carrée, ça donne des newtons. C'est bon? Ok. Donc la norme de P s'écrirait comme ça, si on veut. Quand on met une norme, c'est entre deux barres, comme ça. Ok. Alors, ensuite, représenter le vecteur P, échelle 1 carreau égale 10 newtons. Donc ça veut dire que le vecteur P, voilà. Donc là, je vais essayer de faire, je fais ça, je dirais à peu près. Donc on va dire que le vecteur P, ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. 1, après je vais le numéro, voilà. Donc on va dire à peu près. Donc 1 carreau, 10 newtons, donc ça fait 3 carreaux. La boule étant en équilibre, quelle relation a-t-on entre P, Fg et Fd? Si la boule est en équilibre, c'est que la résultante c'est le total des forces.
est forcément égal au vecteur nul, égal à la force nulle, puisque la boule est en équilibre. Donc la résultante qu'on écrit donc vecteur P plus vecteur FG plus vecteur FD égale vecteur nul. Ok. En quel point s'applique la force F? En quel point s'applique la force F? Et qu'est-ce que c'est la force F? Ah oui, la force F est la résultante. Ben, elle s'applique en principe en O, en S, ou peu importe. C'est-à-dire, en fait, oui, en S. Après, quelle relation a-t-on entre P et F? Donc il est normal la relation entre P et F. Ah pardon, j'ai mal écrit là, excusez-moi. Tu vois, j'ai mal lu ici. Ici, j'ai pas répondu à cette question avant. Soit F, donc là si tu veux c'est bon. Après ici, je n'aurais pas répondu à la question 4. Soit F la résultante des forces FG et FD. Donc F est égal à FG plus FD. Effectivement, F s'exerce en S. Et c'est la résultante, c'est-à-dire que quand on fait un parallélogramme comme ça, on obtient ici F. Et donc, quelle relation a-t-on entre P et F? Ben, on n'a que P plus F égale vecteur nul. Car la boule est en équilibre. Représenter le vecteur F. Eh bien, le vecteur F, ça sera un vecteur qui aura 3 carreaux vers le haut. Puisque F plus P égale vecteur nul. Donc si ça c'est le vecteur F, le vecteur P, ça serait un vecteur qui serait comme ça. Donc, bon là je le fais. Je le fais schématiquement. À peu près. Puisque même si c'est exerce ici, après ce sont deux vecteurs qui ont même qui sont égaux en fait. Ok. Alors, donc ici on a dit, donc ça c'est P et ça c'est F. Et donc là on a toujours 3 carreaux. Et alors après, représenter, en déduire la construction de F et FD et FG. Donc il faudrait que, alors si là j'ai 3, alors peut-être que là j'aurai, peut-être que là. Donc la construction de FG et FD. Donc une fois que je suis ici, je trace ces deux points là, j'ai FG et là j'ai FD. Ok. Alors, il y avait une autre question après, non? Non. Regarde. Non. Ok. Donc ici, numéro 135, on donne les coordonnées d'un point A et celles de deux vecteurs U et V. Donc ça, on a déjà vu ce genre d'exercice. Ok. Donc étape numéro 1, puisque le point M a pour coordonnées x, y. Donc automatiquement, j'ai les coordonnées du vecteur AM. D'accord? J'ai les coordonnées du vecteur AM. Voilà. Et donc après,
Ok. Y moins 5, c'est parfait. Ensuite, je vais calculer les coordonnées du vecteur 2u moins 3v. Bon, je fais d'abord 2u, tout seul. Ouais. Voilà. Et puis je fais directement moins 3v. Non, moins 3v. J'ai fait moins 15, ok. Ok. Et maintenant, je peux faire directement 2u moins 3v. Je fais la somme. Moins 5. Non, moins 5. Parce que là, j'ai calculé justement moins 3v. Je fais une somme. Et c'est pour ça, je ne fais pas 2u, j'ai pas calculé 3v, j'ai calculé moins 3v. Ce qui m'évite de faire une soustraction. Je fais directement une somme. Et là, ça ferait combien? Voilà. Non, 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 c'est moins 3v ça. Non, il n'y a pas moins. Voilà. Ça m'évite de faire une soustraction. Là, j'ai 2u, j'additionne 2u et moins 3v directement. Et ça me fait moins 1. C'est-à-dire si j'avais fait 3v, oui, tu as raison. Si j'avais écrit 3v, si j'avais écrit 15 moins 3, j'aurais fait effectivement 10 moins 15. Et moins 4 plus 3. Ok. Et donc on a forcément, donc comme AM égale à 2U moins 3V, ça équivaut à dire que x moins 3 sur y moins 5, d'accord, égale moins 5 moins 1. Ce qui équivaut à dire que x moins 3 égale moins 5. Voilà. Égale moins 1, d'où m. Alors, moins 2 et plus 4. Ok. Ou alors d'où xy, puisqu'on me demande les coordonnées, donc je vais rédiger proprement, d'où xy égale, voilà, ok, parfait. Donc on vient de le faire avec le 1, puis le 2 c'est pareil en fait, c'est le même schéma, d'accord. Allez, on va le faire rapidement. Alors, donc on va commencer par toujours AM ne change. Désolé. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer donc AM, toujours ça ne change pas, donc c'est AM, c'est forcément, voilà. Donc x moins 3. 3. Ah, ça a changé, c'est vrai. Moi aussi, il faut que je me réveille. Y. Très bien, ok, parfait. Alors, on y va pour 2u. 2. Voilà. Moins 8. Et là, on fait comme tout à l'heure, moins 3v direct. Comme ça, on fera la somme directement. Ok. Alors, ça fait... Ouais. Voilà. Mais là, par contre, on va faire la somme en revanche. Oui. C'est parce que c'est plus facile de faire une somme qu'une soustraction en fait. C'est pour ça que je calcule. Comment? Voilà, voilà. Alors 2u moins 3v, ça nous fait directement. Voilà.
Voilà. Et donc on va écrire l'égalité AM égale 2U. Donc ça, je répète, c'est pour t'initier un peu à la rédaction. C'est très important dans une copie. Hein, c'est pour ça que je répète. C'est pour que tu aies vraiment la façon de traduire tes réponses. En fait. Donc ça équivaut à, c'est pareil, ça équivaut à. Et je remplace les coordonnées AM par ces coordonnées. Donc X moins 7, Y plus 12 égale A moins 4 moins 17. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées, ce qui équivaut à x moins 7 égale moins 4, y plus 12 égale moins 17. D'où x, y égale 3 Voilà, parfait. Ok, voilà. Donc là, maintenant, ce genre d'exercice, c'est classique. C'est quand tu le vois, voilà, il n'y a pas de question à se poser. C'est du direct. En fait, c'est pour ça que tu dis ceci. Ceci, c'est les moins compliqués, ceux où on fait des calculs. Parce que c'est de la mécanique, en fait. Mais là où il y a un peu de réflexion, c'est que lorsqu'il faut trouver des points, voilà, il faut se prendre un peu, voilà. Bon, là, il faut dire que cette fois-ci, je t'ai épargné ce supplice. Bon, alors on passe au suivant. Donc ici, donc celui-là t'a posé problème. Ah oui. Est-ce que je l'ai mis? J'espère l'avoir mis. Ah, ah. Alors donne-moi 2 secondes. Très bien. Donc ici, on dit que on donne ci-dessous un algorithme incomplet rédigé sous Python afin de savoir si deux vecteurs A, B, C, D sont égaux. Donc, est-ce que tu connais la fonction def? Une fonction. D'accord? Tu la connais, tu l'as utilisée. Donc, en fait, ici, quel est le rôle de la fonction vecteur ici? Quand je regarde def vecteur xa, yk, xb, yb, et x égale xb moins xa, return xy, qu'est-ce que fait la fonction vecteur? Les... Non? On appelle ça les coordonnées, pas de 2 points. Les coordonnées du vecteur, comme c'est le point A et le point B, c'est les coordonnées du vecteur AB. D'accord? Donc, si je rentre que ce programme-là et que je l'exécute, est-ce que ça m'affichera quoi en fait? Si je rentre que ça en fait, hein, que ça. Pourquoi? Ça, voilà. Pourquoi ça, et pourquoi ça affichera rien? Très bien. Et donc là, si je veux écrire le vecteur, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute ici un print. Si je lui fais un print xy et je rentre cette, cette, euh, cette fonction, j'entre vecteur 1, 7, 8, 4, ça m'affichera les coordonnées du vecteur. Ok? Très bien. Donc ici, donc il y a la fonction vecteur. Après, en fait, il y a deux fonctions l'une derrière l'autre. Une fois que j'ai calculé le vecteur, on va définir ce qu'on appelle la fonction égalité. Et ici, en fait, nous avons x1, y1, c'est quoi? C'est les coordonnées. Donc là, on fait appel à cette fonction-là. Donc là, quand je vais rentrer xa, yk, xb, yb, yxc, etc., ça m'affichera les coordonnées du vecteur AB, du premier vecteur. Et ici, x2, y2, ça m'affichera, donc en appliquant cette fonction, les coordonnées du vecteur CD. Et donc maintenant, il faut compléter ici. Qu'est-ce qu'on va écrire?
tu vois XC? Tu es d'accord avec moi que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées? Ben, le vecteur 1, il a quelles coordonnées? X1, Y1. Le vecteur 2, il a quelles coordonnées? X2, Y2. À quelles conditions ils sont égaux? Voilà. And et voilà. D'accord? J'aurais pu, voilà, j'aurais pu écrire directement euh, si, euh, if x1 égale y1, euh, euh, pardon, si tout simplement x1 y1 égale x2 y2. Ces deux-là, pour m'éviter de faire le and. Bien sûr, else, donc là, si c'est le cas, écrire vecteurs égaux. Sinon, vecteurs non égaux. Donc voilà. Donc en fait, ça donne ceci. Donc quand on exécute ici, donc si donc là je rentre qu'est-ce que c'était déjà le bon c'est la fonction égalité, voilà. Voilà, fonction égalité, d'accord? Donc si je rentre égalité, 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 alors 7,10,8,5, il m'en faut combien? Il m'en faut encore deux autres. Bon, vu la façon dont je les rentre, ils risquent pas d'être égaux, hein. Alors donc ça fait 1 point, 2 points, 3 points, il manque le quatrième. 15,1. Voilà. Bon, ils risquent pas d'être égaux, ok? Ok. Alors, donc c'est bon. Alors ensuite, donc ça c'était l'exercice. Après, ah oui, quel est le rôle de la fonction vecteur? Ben, le rôle de la fonction vecteur, comme on l'a dit, la fonction vecteur, elle nous affiche les coordonnées du vecteur. C'est-à-dire, on lui rentre les coordonnées, on lui rentre 4 valeurs. Les deux premières valeurs, c'est les coordonnées du premier point. Et les 4 valeurs suivantes, c'est les coordonnées du deuxième point. Donc, elle m'affiche les coordonnées du vecteur A, B. Ok. À l'aide de l'algorithme précisé dans chacun des cas, si les vecteurs A, B, C, D sont égaux. Bon, après, il suffit que je lance ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est tout, hein. Donc, il suffit que je rentre 2, 10, 6, 3, moins 2, 3, et puis j'analyse. Alors, on me dit soit R, moins 10, 10, etc., etc. À l'aide de l'algorithme, justifier que R, S, T, U est un parallélogramme, d'accord? À l'aide de l'algorithme. Bon, on va essayer de faire ça. Pour que ce soit un algorithme, on est d'accord, que ce soit un parallélogramme, il faut que par exemple, puisqu'il faut bien dessiner pour ne pas se tromper de sens, hein. Voilà, très important. Donc quand on a notre parallélogramme qui fait comme ceci, donc comme il s'appelle RSTU, comme il s'appelle RSTU, donc il faut démontrer par exemple que le vecteur RS, il faut comparer le vecteur RS et le vecteur UT. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire la figure, parce que sinon on risque de dire RS égale TU. Non, c'est RS égale UT. Ok? Donc quand on dit le vecteur ABCD est un parallélogramme, si et seulement si AB égale, pas CD, mais égale DC. Voilà. Et quand on hésite, on fait une petite figure rapide. Ok? Donc ici, il faut établir que alors, RS égale UT. Alors pour ça,
on va donc, calculer RS. Voilà. Donc en fait, on prend notre... puisqu'on me demande de démontrer, de justifier ce parallélogramme, donc on rentre R. Alors, on rentre R. Alors, je vais voir si j'arrive à mettre au-dessus. Est-ce que je me mets en mettant sur le côté? Alors, donc... euh, alors, on va se mettre ici. Alors, le problème, c'est que... Ouais. Alors, R. Alors, on a dit c'est égalité. 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 Alors, RS. Donc, il faut commencer par rentrer les coordonnées de R. Donc, moins 10. Moins 10. Après, virgule. R. Donc, 10. C'est ça? RS. 6, 16. RS. Alors, UT. Alors, 8 moins 2. Ah, c'est pas fini. Ah oui, il en manque un. Donc ça c'est U après T, c'est ça? Ah oui, d'accord. Donc ici, donc je vais faire ici, je vais rentrer. Alors qu'est-ce qu'il y a pour U? 24, 4. Ok, et on va fermer ici. Alors, les vecteurs ne sont pas égaux. Alors que, qu'est-ce que, regardons si on a bien rentré. Moins 10, 10. 6, 16. J'ai rentré 6, 6. 10. J'ai rentré 10, 6 en fait. C'est 10, 16 pour S. C'est 6, 16. J'ai rentré 10. Ah bah si. Moins 10, 10. 6, 16. U, 24, 4. Et euh, alors attends. Alors attends. AB. AB. Bah oui. Bon. On va quand même. On va le faire à l'arrache et puis on va voir. On va quand même. On va le faire. On va le faire nous-mêmes. Donc RS. On a bien dit RS. Alors on va voir. RS. Donc 6 moins 6 plus 10, 16. 16 moins 10, 6. UT. 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 24 moins 8. Et 4 moins 2, ça fait 6. Et pour moi, ils ne le sont pas. Regarde bien. RS. Ah non, c'est bien, c'est juste, oui. 6 moins 10, ça fait 6 moins 10, ça fait 10, ça fait 16. Ah, ils le sont bien. 16. Ouais, ils le sont. Alors, où est notre erreur? Ah, il faut que j'entre. Il faut que j'entre. D'accord qu'il faut rentrer. Ah oui, mais c'est le vecteur UT. Et oui, donc il faut d'abord. Ben si, j'ai rentré dans le bon ordre, hein. On est d'accord qu'il faut rentrer le. Combien? Oui, donc ils sont pas égaux. Donc il y a une erreur. Ah oui, c'est le vecteur. Hein? Ouais, oh oui. Oh oui. Ok. Dans chacun des cas précisés, bon, c'est pas le.
c'est pas le cas, hein. Euh, on est d'accord que c'est bien, que je dis pas de bêtises, c'est bien UT. Ouais, non, ils sont pas UT, 8, 8, moins 24, moins 16, RS, 6 plus 10. Non, ils sont pas égaux. Par conséquent, c'est pas un parallélogramme. Alors pour que ça le soit, il aurait fallu que G, il aurait fallu que G, il aurait fallu que G, euh, RS. Oui, non, justement, j'essaie de changer les coordonnées ici pour que ça le soit en fait. Donc il faudrait qu'ici j'ai plus 16 pour que j'ai plus 16 puisque je demande à t, donc il faut que je rajoute, il faut que ce soit ici moins 8 en fait. Donc si on peut voir, hein, si là je mets moins 8, tu me dicteras, je vais juste modifier, je vais modifier ici pour être sûr que notre algorithme quand même n'est pas... alors, je vais reprendre ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on a dit qu'il faut modifier lequel c'était déjà. Tu me diras lequel qu'il faut modifier. Alors, lequel c'était tu l'as Ok. Bon, on va écrire égalité. En fait, il ne va pas copier. Alors, lequel on a dit moins 8. À la place de 24, on met moins 8. Et le... Ah non, pourquoi? Non, non, puisque l'autre... Oui, ben ça marche pour le 6. Ah si, regarde. Regarde. Pour le 6, je regarde bien. Pour le 6, ça marche. Puisque l'ordonnée, je n'ai pas changé. Hein? L'ordonnée, je n'ai pas changé. C'est moins... Ah, ah oui, c'est moins 2. Ah oui, c'est moins 2, moins 4. Ah, donc en fait, ah oui, mais c'est moi qui me suis trompé en fait ici. Donc ici, je répète. Allez, on va y arriver. 24. Alors, la correction, c'est que le vecteur U doit être moins 8, moins 8. Bon, on va vérifier quand même. Euh, donc, on a dit ici moins 8. C'est celui-là lequel change, c'est celui-là. Bah, pourquoi j'ai écrit 24? C'est là où il y a écrit 24,4, c'est 24,4, et c'est moins 2, moins 2, moins 8, moins 8, hein? C'est 24 et 4. On est d'accord, c'est 24 et 4 qui a été modifié, ok? Donc 24 et 4. Donc ici, on a dit combien? Moins 8. Et l'autre, c'est moins 8. Voilà. Voilà. Donc ils sont bien égaux. Bon, après, c'est vrai que quelqu'un qui fait ces travaux en solitaire, après, ils se disent, ouais, c'est pas normal, quoi, en fait. Petites erreurs comme ça bouleverse. Bon, après, on a compris l'esprit, en fait. Ok? Alors ensuite, dans chacun des cas suivants, en utilisant l'algorithme, préciser si le point M est milieu du segment AB. Comment je fais pour utiliser l'algorithme? Alors regarde bien, on est d'accord? Je place le bipoint AB. AB. Pour démontrer que M est le milieu, il faut prouver que AM si on veut utiliser l'algorithme.
Ça va? D'accord. Donc il faudrait que j'entre 2, 1, après 9, 3, encore 9, encore 9, encore 9, 3, et après 16, 5. D'accord? On va regarder ce que ça donne. Donc ici on a dit quoi? 9. Alors tu me dis, comme ça je... Alors 9, ça commence à combien déjà? Combien? 2, 1? Oui. 9, 3. Encore 9, 3. Alors. Oui. Combien? 16,5. Ok. Et donc tout le reste on supprime. 2, 4. Donc A, M, M, B, c'est ça? Oui, donc c'est bien le milieu. Bon. Ok, bon. En fait, après, on aurait dû modifier le... Mais de toute façon, ce qu'on cherche dans l'algorithme, c'est savoir s'ils sont égaux ou pas. Puisque être égaux, ça veut dire que M est le milieu. Ça revient à dire la même chose, en fait. Ok? Ok. Après, qu'est-ce qu'on avait ensuite? 100 combien? 45? Non. Ah non, celui-là, homothétie. Ok. Alors, homothétie. L'énoncé, il est là d'abord. Donc, on considère les points A, B et C. On note dès l'image du point B par l'homothétie de centre A. Donc, si j'ai mes points A, B, C, bon là, je les ai représentés en fait, ça va plus vite. Hein. J'ai pris GeoGebra, je les ai placés. Donc, le point A, regarde bien, c'est bien 1, 2. D'accord? Le point A, il est bien en 1, 2. 1 et 2. Le point B, même ordonnée 2, donc c'est pour ça qu'il est sur la même 1. Et puis 3. Donc 3, 2. Et ensuite, le point C, 5. Non, le point B, pardon. Le point B, c'est 5, 2, pardon. Et le point C, forcément, c'est la même abscisse que le point C, c'est la même abscisse que B. Donc, il se trouve ici aussi. Ok. Alors, on me demande de tracer l'homothétique. Donc, l'homothétique, l'image de D dans l'homothétie de centre A est de rapport 4. Donc, D, c'est l'image de B dans l'homothétie de centre A et de rapport 4. Concrètement, ça veut dire tout simplement que AD est tout simplement égal à 4 fois AB. Est-ce que c'est bon? Voilà ce que ça veut dire. Par conséquent, si le point B est là, donc je porte 4 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ça, c'est le vecteur AD. Ensuite, nous avons E, c'est l'image du point C dans l'homothétie de centre A et de rapport 1 quart. E, c'est l'image du point C. Ça veut dire que AE, le vecteur AE, est tout simplement égal à 1 quart. Voilà. Ok. Donc ça, il faut déjà écrire les égalités vectorielles. À partir de là, on me demande exprimer AD en fonction de AB. C'est ce que je viens de faire. Ensuite, puis le vecteur AE en fonction de AC, c'est ce que je viens de faire. Autrement dit, ça, c'est la traduction de l'homothétie de centre O et de rapport K. Quand on a une homothétie de centre O et de rapport K,
et que l'image de M c'est M', et si l'image de M c'est M', ça veut dire que le vecteur OM' est forcément égal à K fois le vecteur OM. D'accord? Très bien. Ensuite, calculer les coordonnées du point D et E. Après, c'est facile, c'est du calcul vecteur, c'est du calcul de coordonnées, c'est facile. Donc, on va calculer le vecteur AD. Les coordonnées, ça fait X moins 1, Y moins 2. On va calculer les 4 fois. D'abord, on va calculer AB. On fait ça par étapes. 4, 0. Ce qui veut dire que 4AB, les coordonnées du vecteur 4AB, après 4 fois 0, 0. Ok. Ok. Et donc, comme AD égale 4AB, ça équivaut à AD, x moins 1, y moins 2, égale 16, 0. Ce qui équivaut à x moins 1 égale 16 et y moins 2 égale 0. D'où D, combien? 17. Voilà. C'est bon? Donc D, 17 et 2. Ok. Ensuite, alors je vais écrire en haut. D, 17, 2. Alors, ensuite on fait pareil pour AE, pour trouver les coordonnées du point E. Donc on va poser AE égale, coordonnées de AE sont, alors le vecteur AE, c'est X, pareil, moins 1, Y, moins 2, d'accord? Le vecteur AC, 4, 8, et donc on va faire un quart de AC, 1 et 2. Donc on écrit donc AE égale un quart de AC, équivaut à x moins 1, y moins 2 égale 1, 2, pardon. Ce qui équivaut à x moins 1 égale 1 et y moins 2 égale 2. D'où E, 2 et 4. Voilà, donc les coordonnées de E, c'est 2 et 4. Ensuite, on me demande de démontrer que les droites EB et CD sont parallèles. Donc là, il suffit de montrer que les vecteurs EB et CD sont comment? Collinéaires. Voilà. Donc comme on a toutes les coordonnées, on va calculer les coordonnées de EB et de CD. Et on va voir si leurs coordonnées sont comment? Proportionnelles. Ou s'il existe un réel K, ou si déterminant égale 0, ou s'il existe un réel K tel que EB égale K fois CD. Ou CD égale K fois EB. D'accord? Alors, on y va. Donc je vais garder juste les points. Alors, on va calculer d'abord EB. Alors, 5 moins 2, 3. Ouais, et puis moins 2.
Ensuite, CD. Ouais, 12. Ouais, oui. Je vois très bien que si je multiplie ça par 4, ça fait 12. Et ça par 4, ça fait 8. Par conséquent, je peux écrire tout simplement que le vecteur CD est égal à 4 fois. Voilà. Ou alors montrer que leurs composantes, leurs coordonnées sont proportionnelles. En écrivant 12 sur 3. Vérifiant 12 sur 3. Et calculer moins 8 sur moins 2. Et on voit que c'est bien égal à 4. Ou alors on calcule le déterminant. 3 moins 2. 12 moins 8. Et on fait 3 fois moins 8 moins 2 fois 12. Moins 24 plus 24 égale 0. Mais lorsqu'on voit directement une relation comme ça, c'est plus rapide en fait. Ok. Donc, comme les vecteurs EB et CD sont collinéaires, alors les droites, parce qu'il faut faire une phrase, alors les droites EB et CD sont parallèles. Ok. C'est parfait. Alors, on continue. Et celui-là, tu l'as trouvé, celui-là? Non. Ok. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle l'attraction, les forces d'attraction. On appelle l'attraction terrestre. Donc, il y a une relation, cette force-là, donc c'est deux forces antagonistes. Donc, FE et F1 et F2. Donc, sont deux forces qui, bien sûr, se neutralisent. Elles ont même norme et elles ont même intensité, en fait. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de, il y a neutralité en fait. Les planètes, enfin, la Terre et la Lune par exemple, sont au même endroit en fait. Alors ici, ces deux forces sont représentées par des vecteurs F1 de même direction, de sens contraire. Ils ont bien sûr aussi même norme. Okay. Puisque ces forces d'attraction ont des forces de même intensité. Donc là, la norme de F1 est égale à la norme de F2. C'est-à-dire si je fais F1 plus F2, je trouve vecteur nul. Ok. Alors, il faut simplement faire attention aux puissances en fait. Après, c'est plus un problème de calculatrice. Donc là, j'ai rentré tout à l'heure les valeurs exactes. Et je pense que dans le livre, ils ont dû se tromper. Ils ont dû faire une erreur. Mais bon, après, est-ce que c'est des arrondis? Mais on verra. Alors, donc ici, il faut calculer F. Alors, G, c'est la gravitation universelle qui se mesure en newton par mètre carré par kilogramme carré. Et alors, donc ça, je l'écris en haut. Donc là, par contre, il faut une calculatrice. Hein. Donc là, j'écris en haut 6,67 42 que multiplie 10 puissance 11, moins 11. Là, je ne mets pas d'unité. Okay. Donc, c'est des newtons, mètres carrés, etc. Okay. Donc, ça, c'est la gravitation universelle. Okay. On sait que la distance entre la Terre et, alors bien sûr, la formule, l'attraction, comment dirais-je, comment il appelle ici, la force, les forces d'attraction. Donc la formule pour la force d'attraction, c'est F égale la gravitation G que multiplie la masse de la première boule fois la masse de la seconde divisé par la distance au carré qui les sépare. Ok. Ok. Alors donc ici, on sait que la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, donc D, ici j'ai G, là j'ai G. Donc D, c'est 3,844 que multiplie 10 puissance
8 mètres. D'accord? La masse de la Terre, bon, je vais l'appeler M1, elle est égale à 5,97 que multiplie 10 puissance 24. Je ne mets pas les unités, hein, bon, kilos. La masse de la Lune, qui est peut-être un peu plus légère, donc ça fait 7,35 que multiplie 10 22 kilos. Donc je vais chercher donc la force d'attraction F entre la Terre et la Lune. Donc cette force F, donc sa norme, c'est G. Donc en fait, je vais pas remplacer ici, mais je vais rentrer dans la formule ici. Donc je vais faire juste le calcul en fait. Donc il faut entrer ça, que multiplie ça, que multiplie ça, divisé par tout ça au carré. Pardon, par 3,84 fois 10 puissance 8 au carré. Ok. Donc là, malheureusement, on ne peut le faire qu'à la calculatrice. Et alors, j'avais commencé à le faire tout à l'heure. Et je crois que j'ai trouvé, si je ne me trompe pas, à la calculatrice, j'ai trouvé 1,98 que multiplie 10 à la puissance 20. Et donc après on me demande, bon je vais revérifier après, on me redemande de le faire pour l'attraction entre le Soleil et la Terre. Donc en fait c'est les mêmes éléments. Qu'est-ce qui change? La distance D est différente. Elle est égale à 1,5. Voilà. 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 M2. Voilà. M2 qui est de... voilà. 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 10 puissance 30. Et là, j'ai fait le calcul. La calculatrice me donne F égale 3,51, si j'arrondis, que multiplie 10 puissance 22. Donc ça, si je l'appelle F1, et ça, je l'appelle F2. Et en faisant le rapport F2 divisé par F1, je ne sais pas combien ça fera, mais on aura du mal à trouver parce qu'il y a des arrondis en fait. 3,51 sur, on a dit, 1,99. Non pas 1,99. On a dit combien déjà? 1,98 fois 10 puissance. C'est ça? Voilà. Donc si je refais ce calcul, 3,51 10, parce qu'il y a des puissances de 10 sur la calculatrice. Donc puissance combien on a dit, 22. Voilà. Divisé par 1,98 à la... Voilà, 10 puissance 20. Alors, où est-ce qu'il est le E? Voilà. Non, c'est pas celui-là. Comme par hasard. Alors, le E. Voilà. 10 puissance 20. Ça? Voilà. Oui, effectivement, en arrondissant, je trouve 1,7727. Voilà. Voilà, à peu près. Voilà. Voilà, à peu près. Après, tout dépend du nombre de décimales que l'on prend ici. Voilà. Mais sinon, les valeurs que j'ai trouvées ici sont des valeurs obtenues à la calculatrice, celle-ci, cette valeur-là.
Et cette valeur-là, j'ai rentré exactement les valeurs exactes. Mais au lieu de taper 10 puissance moins 1, sur la calculatrice, il y a la touche E, il y a la touche, c'est la touche comme ça, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est la touche EE. Ouais, la calculatrice, tu as ça. C'est-à-dire quand tu veux rentrer ça, tu vas taper 3,844 EE, ouais, EE, et tu tapes après 8. Voilà, ça te traduit ça directement. Ok. Et ça t'affiche le résultat sous forme, c'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Ok. Voilà. Pas de questions là-dessus, ça va? Ok. Bah, c'était pas trop compliqué. Ok. Voilà, donc en fait, on peut dire que ce chapitre, on l'a à peu près bien parcouru, en fait. Voilà. Donc, bah, j'attends un peu que tu me dises ce que vous allez aborder. Et on va essayer de ça. Ok, ok, voilà, comme ça on s'avance. Allez, allez, à bientôt. Bon dimanche. Au revoir, Geoffrey. Au revoir.